Bonjour Alain Talarmin, merci d'avoir répondu à ma sollicitation. Donc Alain Talarmin, tu es le président de la CSO nationale, la commission sportive et d'organisation. Donc avant de rentrer un petit peu dans tout le détail des sujets que je souhaiterais aborder par la suite, est-ce que tu peux nous rappeler, nous citer en quelques mots la fonction de cette commission rattachée à la Fédération française d'athlétisme, cette fameuse CSO dont on entend souvent parler? Bonjour et merci de m'accueillir à cette petite visio là. Donc oui, ben, le président de CSO aujourd'hui, ben, c'est une tâche qui est assez complexe au niveau fédéral. Donc j'ai eu la chance dans ma carrière de dirigeant d'être d'abord membre d'une CSO départementale du Finistère, ensuite membre d'une CSO régionale à laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années sous la coupelle de André Kerveillant d'abord et puis Marcel Joannick après. Marcel m'ayant laissé la place comme il était devenu président du CD35. Donc j'ai mené avec cette CSO là, avec mes collègues des CSO départementales depuis quelques années. Et l'an passé, le président Giraud m'a fait confiance pour un remplacement de l'ancien président de CSO, Jean-Yves Le Pridec, avec qui j'avais bien travaillé aussi. Donc voilà ma carrière. Bon, maintenant, président de CSO aujourd'hui, c'est assez compliqué au niveau fédéral, surtout depuis cette pandémie là, qui nous a scotché depuis, je dirais, depuis Liévin. Ça a commencé à Liévin, aux France, en salle. Et donc, avec l'annulation des championnats de cross à Montauban, chose que les athlètes ont regretté et regrettent toujours parce que c'était un arrêt complet des compétitions au niveau national, mais qui dit aussi au niveau régional parce que depuis, eh ben, on a arrêté les interclubs n'ont pas eu lieu, les départementaux n'ont pas eu lieu, les régionaux n'ont pas eu lieu, et on se retrouve aujourd'hui avec une relance que le président André Giraud a voulu, avec un calendrier différent, un calendrier qui ne se passera pas comme les années passées entre juin et juillet, mais plutôt entre septembre et octobre. Donc voilà pour la première partie que je pouvais m'exprimer sur cette relance tant attendue par tout le public, les athlètes, les dirigeants et les entraîneurs. Voilà. Donc, pour résumer, hein, le rôle de la CSO, c'est de programmer les compétitions et ensuite de se rapprocher des organisateurs pour mettre en place de façon opérationnelle ces compétitions. Et ce rôle prend tout son sens dans ce contexte très particulier, inédit, que personne n'avait jamais connu auparavant. Donc, tu le rappelais rapidement, effectivement, même si le confinement a été décrété le 17 mars, on a eu très très chaud pour les championnats de France élite en salle qui avaient lieu 29 février 1er mars. Et le coup près est tombé juste après. Effectivement, ça a provoqué pas mal de remous, cette annulation des championnats de France de cross à Montauban. C'est un événement majeur de la saison de cross et j'imagine, pour revenir rapidement sur cet épisode, que la décision n'a pas dû être facile à prendre. Vous saviez à cette époque-là que les conséquences seraient grandes, au moins émotionnellement. La symbolique de l'annulation des championnats de France de cross, c'est énorme dans le monde de l'athlétisme. Oui, tout à fait. C'était à Liévin, on avait discuté de ça et le lendemain, eh ben, il a fallu qu'on prenne la décision avec Montauban et avec la fédération, mais aussi le ministère, parce que euh, arrêter un championnat de France de cross, pour nous, Bretons, c'est vraiment quelque chose de très dur à comprendre. Mais bon, on ne pouvait pas se permettre de réunir tant d'athlètes sur un stade ou sur un hippodrome pour participer à ce championnat. Il y avait trop de dangers par rapport à cette pandémie. Oui, oui, on se rappelle, enfin, aujourd'hui, le contexte a évolué. On voit que on croise les doigts parce qu'on ne sait pas ce que l'épidémie nous réserve, mais aujourd'hui, on sent que les choses vont mieux, on se déconfine. Pour autant, à cette époque-là, début mars, ce sont des centaines de nouveaux décès par jour liés au Covid-19 qui s'annonçaient. Donc, on était vraiment dans un contexte où il n'était objectivement pas possible de maintenir la compétition. Malgré ça, malgré l'évidence, ça a été compliqué de prendre la décision. Qui la prend la décision? C'est André Giraud qui prend la décision, qui décide, qui tranche? Ben, au bout du compte, oui, c'est la fédération, c'est André Giraud, mais ça passe aussi par
par une commission médicale qui nous a donné les aboutissants en disant que c'était quand même très dangereux d'y aller. C'est aussi une discussion avec le ministère parce que le ministère avait mis je dirais, des barrières sur les organisations et ils en mettent toujours. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines compétitions qui n'auront pas lieu, surtout des courses hors stade qui n'auront pas lieu avant septembre. D'autres vont peut-être être annulées. Donc, André Giraud, la fédération, la commission médicale et le ministère nous ont fait qu'on a été obligé d'annuler ce championnat. Voilà, donc on ne va pas s'attarder plus longtemps sur ces moments un petit peu difficiles dans la vie d'un dirigeant dans l'athlétisme. C'est vraiment des moments qu'on souhaiterait éviter. Malheureusement, c'était la meilleure décision à prendre et elle a été prise dans les meilleures conditions, même si c'est dur à avaler pour les organisateurs. On ira à Montauban en 2021. Tout à fait. Rapidement, donc, la Fédération française d'athlétisme a décidé de passer à l'action. Courant avril, le président Giraud indiquait qu'il fallait prendre rapidement des décisions pour ne pas laisser les clubs et les sportifs dans l'incertitude. C'était la préoccupation première. Et à ce moment-là, on est le 16 avril, bureau fédéral du 16 avril, il missionne un groupe de travail dirigé par Patrice Gergès, le DTN, pour constituer un projet de calendrier des compétitions. Donc, ce groupe était dirigé par l'ADTN, Patrice Gergès en tête de pont, Jean-Marc Béraud, président de la Ligue de Bretagne d'athlétisme, mais aussi président du Conseil national du développement des ligues et des territoires, Daniel Arcuset, vice-président de la FFA, délégué au projet fédéral, Anne Tournier-Lasierve, elle qui est déléguée au haut niveau, Marcel Ferrari, président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et enfin Alain Talarmin, président de la CSO nationale. Donc c'est cette équipe de choc qui s'est vu confier la mission de proposer un calendrier avec, alors je suis un peu long dans mon exposé, mais Patrice Gergès avait fixé l'objectif en ces termes. L'objectif est que l'ensemble des compétiteurs, du licencié qui a pour ambition de se qualifier à un championnat régional, à l'athlète qui vise un podium olympique, puissent redonner un sens à leur pratique. Il avait la volonté de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, quel que soit le territoire d'où il vient. Donc on voit les enjeux, on voit que Patrice Gergès veut couvrir tous les acteurs de l'athlétisme, du niveau départemental au niveau olympique, et sur tout le territoire. C'est vraiment une ambition qui est très grande et qui est très louable d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, ce groupe de travail là, qui a été mis en place a travaillé rapidement. Alors, a travaillé sur un pré-calendrier d'abord, je dirais, qui a évolué parce que donc, la pandémie évoluant aussi. Au début, on était sur un calendrier, je dirais, plutôt sur août, mais on s'est vite rendu compte que le mois d'août, c'était pas possible, c'était beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, donc, on est sur un calendrier qui est plutôt, je dirais, sur septembre-octobre, et on a essayé d'étaler donc sur une période de 2 mois l'ensemble des compétitions, que ce soit championnat de France, Coupe de France ou même le championnat de France des 10 000 mètres à passer qui aurait lieu donc le 29 août. C'est ça. Donc effectivement, calendrier. Pour l'instant, on parle d'un calendrier. Pour l'instant, il n'y a que des épreuves des championnats de France. Il y a la Coupe de France en plus, des championnats de France ou de la Coupe de France qui sont fixés au calendrier. Effectivement, et on va y venir ensuite. Ça a des conséquences en termes de programmation parce que au moment, et c'est là où justement où je voudrais t'amener, au moment où vous fixez ce calendrier, vous avez des contraintes. J'imagine qu'il faut d'ores et déjà prévoir le temps que les athlètes se réathlétisent, le temps que les athlètes éventuellement se qualifient, enfin on va reparler des modalités éventuelles de qualification, mais on ne pouvait pas y aller trop vite. Donc effectivement, le mois d'août, c'était prématuré, ça fait partie des contraintes. Quelles étaient les autres contraintes ou les autres priorités qui ont guidé la constitution du calendrier? Alors, les premières contraintes, c'était de savoir si on pouvait réunir 200 ou 300 athlètes sur un stade. Donc, ça, c'était une contrainte qu'on a eu du mal à fixer parce que la commission médicale, toujours, nous disait que c'était, et on l'a vu aujourd'hui, les courses en ligne, 1500, 3000, 5000, aujourd'hui, on savait qu'on ne pouvait pas les faire en peloton. Il fallait courir à 10 mètres l'un de l'autre. Et donc, ce qui a fait que ça a été très, très dur à faire un calendrier
avec l'ensemble des épreuves prévues au championnat. D'accord, donc effectivement, donc il y a ces contraintes, c'est bête à expliquer, mais effectivement, des courses en peloton à aujourd'hui sont inenvisageables. On fait de la prospective, on espère que les contraintes sanitaires vont s'assouplir et que ce genre de courses en peloton pourront se tenir, mais il faut en tenir compte. Est-ce que vous avez tenu compte également, puisqu'on arrive à une période où habituellement les championnats de France, le point d'orgue de la saison estivale en tous les cas, c'est fin juin, courant juillet pour ce qui est championnat de France jeunes et championnat de France élite. Là, si on arrive sur septembre-octobre, d'autres problématiques se posent. Les étudiants, les élèves, les scolaires ont repris l'école, donc il y a cette problématique à prendre. D'autant plus que, comme ils ont été un petit peu lâchés là en ce moment, peut-être qu'il y aura une pression scolaire un petit peu supérieure et qu'il faut en tenir compte qu'ils ne sont peut-être pas aussi disponibles que prévu pour se préparer à des championnats de France courant septembre, courant octobre. C'est entré en ligne de compte, ce genre de considération? Oui, c'est rentré en ligne de compte, mais on se rend compte, moi je me rends compte dans mon club que les athlètes ont continué pendant ce confinement à s'entraîner. Peut-être pas à s'entraîner comme ils auraient dû le faire dans une période normale, mais la reprise s'est faite, bon, pas sur les stades parce que tous les stades ne sont pas ouverts, mais elle s'est faite par des petits groupes autour du stade, dans les endroits, dans des bois, au bord de lac. Et donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas au top de leur saison, ça c'est vrai, mais on n'avait pas d'autre possibilité que de proposer un championnat, des championnats à cette époque-là, de façon à ne pas vouloir faire une saison blanche, comme avait dit André Giraud. L'essentiel, c'était de donner des perspectives, rendre, alors même si le terme est un peu grand, rendre l'espoir, quoi, donner un but à toute cette pratique inhabituelle de l'entraînement à domicile. Oui, et surtout que les jeunes, donc je dirais les cadets juniors sont en demande de compétition et surtout d'un championnat de France. Certains, ça sera leur premier championnat de France et donc ils sont en attente de ça. Donc la planification de ces championnats-là, des cadets juniors, a été mise justement très tard dans la saison, plutôt en fin octobre, pendant la période des vacances scolaires, Mhm. de façon à ne pas pénaliser ces athlètes qui sont aussi aujourd'hui à l'école et donc ne pas ne pas les mettre en difficulté par rapport à la reprise scolaire. Voilà, donc on parle de championnat de France cadet et junior, notamment, qui sont programmés le 17 et 18 octobre à Lens, effectivement, un petit peu décalé par rapport au championnat de France élite, qui eux auront lieu un mois plus tôt, et ils sont programmés à Albi. Donc là, je parle déjà d'implantation de championnat de France. Donc le calendrier a été proposé, validé, et ensuite il a fallu trouver des ligues qui acceptent de recevoir ces épreuves. Pas facile au pied levé de trouver des organisateurs capables de recevoir de tels événements avec toutes les incertitudes en plus qui accompagnent ces organisations. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est passé que donc, dans l'ordre, le championnat de France élite était prévu à Angers. Et donc, André Giraud a contacté donc toutes les municipalités, Angers, Évry-Bondoufle, Albi, et puis d'autres. Donc, Angers n'a pas pu répondre présent pour ce championnat pour cette année, parce qu'il y avait des travaux à faire sur le stade d'une part, mais que c'était un peu court pour eux. Donc, Albi, qui était prévu pour la Coupe de France, normalement en fin octobre, s'est trouvé disponible et donc a accepté la proposition d'André. Évry-Bondoufle étant dans une zone à l'époque qui était rouge, donc ce n'était pas non plus la solution d'emmener tout le monde dans une zone aujourd'hui toujours orangée et qui Oui. va devenir verte, je l'espère. Donc, ce qui a fait qu'on s'est penché sur d'autres villes, hein, donc Lens qui était partant, sachant que c'était aussi une idée de Patrice, c'est de relier ce championnat de France cadet junior à un stage national, donc qui aurait lieu à Liévin aussi. Donc c'était aussi une bonne idée. Et la Coupe de France, Marcel Ferrari, donc qui faisait partie du groupe, a proposé Lyon, étant donné que Lyon, tous les ans, est un des clubs très bien représentés sur cette Coupe de France. Donc effectivement, Coupe de France des spécialités. Donc là, c'est fin août, hein, c'est une des grandes ouvertures
de cette saison, hein, en même temps que le championnat de France de 10 000. Et ce sera donc à Vénissieux que le rendez-vous est donné pour ce grand moment aussi. Hein, cette Coupe de France qui commence à trouver sa place dans le calendrier parce que c'est un événement attendu par les athlètes également. On a fixé le calendrier, les implantations sont prêtes, mais j'imagine, dans cette période d'incertitude totale, on a plutôt des bonnes nouvelles en ce moment. Pour autant, y a-t-il des critères, des paramètres que vous suivez, non pas quotidiennement, mais de façon au moins hebdomadaire, qui viendraient peut-être infléchir le fil conducteur qui nous emmène jusqu'à début septembre pour assister à ces compétitions? Est-ce qu'il y a des paramètres sanitaires qui feraient que s'ils se dégradent trop, ça viendrait à remettre en cause la tenue de ces événements? Oui, tout à fait. Donc, avec le groupe de travail et en liaison avec la commission médicale, on a écrit un protocole sanitaire là. Et aujourd'hui, ce calendrier et ces implantations éventuelles, parce que je dis elles ont été décidées, mais tout peut changer. Il suffira peut-être une reprise de la pandémie et puis on sera peut-être obligé de modifier nos schémas complets de compétition, c'est-à-dire peut-être qu'il n'y aura pas de demi-fond, peut-être que j'espère que non, mais le 10 000 de passé qui a lieu le 29 août, aujourd'hui, c'est peut-être prématuré de dire qu'il aura lieu, mais j'espère qu'il aura lieu. J'espère que notre saison d'athlétisme va débuter par un très beau championnat à passer par ce 10 000 mètres où il y a déjà des étrangers qui sont annoncés chez Loïc Rapinel. Chez Loïc Rapinel qui sera tout content, si les choses évoluent favorablement, de pouvoir offrir ce début de saison en fanfare pour l'athlétisme français. Une fois la saison hivernale passée, on aura une longue trêve. Donc évidemment, tout le monde vit avec cette épée de Damoclès. On sait qu'il y a des incertitudes, on vit avec et on espère le meilleur. On en vient maintenant à un sujet qui va sans doute intéresser beaucoup de monde. Alors je ne sais pas si tu as les réponses aujourd'hui. Enfin, tu as des choses en tête puisque tu fais partie de ceux qui vont devoir proposer quelque chose. On a le calendrier des championnats de France. Qui va participer à ces différents championnats de France? Comment est-ce qu'on va se qualifier compte tenu du fait que toute la saison a été chamboulée? On n'a plus toute la période mai-juin pour faire des minima, pour se placer au bilan. Comment ça va se passer? Est-ce que les choses sont arrêtées ou est-ce qu'il y a encore juste des projets? Non, les choses, je dirais, sont arrêtées depuis hier en bureau fédéral. Avec mes collègues délégués techniques des championnats, donc j'ai préparé un nouveau livret des compétitions, un nouveau livret des règlements qui a été validé hier soir par le bureau fédéral, donc avec de nouvelles modalités de qualification, c'est-à-dire que tout est chamboulé, donc tout est prêt. Le livret devrait être publié, je pense, la semaine prochaine. Donc, il y a encore quelques petits points de détail à traiter, comme les qualifications au bilan, pas au bilan. Et donc, tout se met en place. D'accord, mais alors globalement, tu peux nous en dire plus aujourd'hui ou alors tu préfères attendre la parution du livret pour laisser les choses se faire? C'est par minima, c'est au bilan? Alors, je vais parler de la Coupe de France. D'abord, sur la Coupe Oui, de France, on est, je dirais, sur un bilan de la oui, saison 2019. Parce d'accord. qu'aujourd'hui, on sait très bien que la Coupe de France, ça se fait par équipe. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment les athlètes, entre aujourd'hui et la fin août, pourront réaliser des performances qui leur permettra de se qualifier. Donc aujourd'hui, on est sur un bilan de la saison 2019 pour la Coupe de France. Très bien. Pour les championnats cadets juniors et les championnats élite espoir, parce que donc c'est pas que des championnats élites, c'est un championnat élite et aussi un championnat d'espoir. On est sur, je dirais, une nouveauté. On n'est pas sur un bilan, on est ce qu'on appelle le ranking. Le ranking, c'est ce qui fait au niveau de World Athletics. Hein. D'accord. Et donc ça s'applique aussi bien enfin, de la catégorie cadet jusqu'à la catégorie donc senior. Senior, c'est ça. Voilà. Pour que les athlètes puissent se situer par rapport à ce mode de qualification nouveau, est-ce que, on voit bien que là pour les bilans, on avait un suivi possible sur base athlée. Est-ce que ce sera la même chose? Est-ce qu'on aura possibilité de suivre l'évolution des classements et savoir si on est presque à se qualifier? Oui, le ranking sera mis à jour tous les lundis ou tous les mardis matin.
et sera disponible sur le site de la fédération à l'endroit où étaient les bilans avant. C'est le ranking donc qui va déterminer les qualifications pour les prochains championnats de France. Il est temps d'avoir quelques notions du mode de calcul de ce ranking. Alors, on ne va pas entrer dans les plus petits détails, on va expliquer les grands principes. Vous allez voir, c'est déjà suffisamment subtil. Vous aurez tous les détails lors de la parution du livret, du fameux livret évoqué par Alain Talarmin, qui paraîtra donc dans le courant de la semaine prochaine. Les grands principes à retenir. Les performances prises en compte sont celles réalisées à partir du 1er janvier 2019. Il faut retenir que pour pouvoir prendre en compte le fait que la saison 2020 a été tronquée et qu'elle n'a pas eu de composante estivale, à chaque discipline sont rattachées une ou plusieurs disciplines secondaires. Vous allez comprendre l'intérêt de cette petite subtilité. Pour le 100 mètres, je prends l'exemple du 100 mètres. Le 100 mètres étant la discipline principale, le 60 mètres en salle est une discipline secondaire du 100 mètres, ce qui permet la prise en compte des performances réalisées cet hiver pour une éventuelle qualification à un championnat de France jeune ou élite. Comment ça se passe? Alors, il faut avoir réalisé au minimum 3 performances pour être classé au ranking quand on vise une qualification sur le 5000 mètres ou le 3000 mètres steeple, ou 5 performances pour toutes les autres épreuves. Comment est-ce qu'on constitue son panel de 3 ou 5 performances et comment entre en ligne de compte les disciplines secondaires? Je reprends l'exemple du 100 mètres. Pour le 100 mètres, il faut au moins 5 performances sur 100 mètres et ou 60 mètres en salle. Alors, encore une subtilité, vous voyez, c'est pas forcément très simple, mais si on suit, on va réussir à s'en sortir. Il faut 5 performances, dont au moins 3 sur la discipline principale, au moins 3 performances sur 100 mètres, et on permet, pour valoriser les performances réalisées cet hiver, on permet d'utiliser 2 performances réalisées sur la discipline secondaire. Donc on peut, si on a très bien performé cet hiver, ou l'hiver dernier, puisque les performances sont prises depuis le 1er janvier 2019, on peut prendre en compte ces 2 meilleures performances sur 60 mètres en salle pour prétendre à une qualification sur 100 mètres. Ces performances sont converties à la table hongroise. C'est là qu'on détermine quelles sont les 5 meilleures performances. Ces 5 meilleures performances sont converties à la table hongroise et on passe au mode de calcul. Attention, accrochez-vous. 3 composantes pour ce calcul du ranking. La performance ranking, donc la première composante évidemment, c'est les points de performance qui sont éventuellement compensés en fonction des conditions de vent. J'y reviens tout de suite. Donc, je viens de vous l'expliquer, on retient la moyenne des 3 ou 5 meilleures performances retenues, comme expliqué précédemment, à la table hongroise. On corrige les performances pour les disciplines qui sont sujettes à un vent favorable ou défavorable avec un mode de calcul extrêmement précis. Vous pourrez prendre connaissance des détails dans le livret qui sera fourni pour compenser les effets du vent. On peut retenir une performance avec vent trop favorable, au-delà des 2 mètres par seconde, mais elle sera corrigée mathématiquement pour venir l'amoindrir et la ramener comparable à une performance réalisée sans vent ou avec un vent défavorable. Deuxième composante de ce calcul de ranking, le bonus compétition. Ce bonus compétition est variable en fonction de la compétition lors de laquelle la performance a été réalisée. Très simplement, une performance réalisée lors d'un championnat de France bénéficiera d'un meilleur bonus compétition qu'une performance réalisée lors d'un championnat départemental. Et enfin, la dernière composante de ce ranking, c'est le bonus place. Alors le bonus place, il est réservé au cas des performances réalisées dans les grands championnats. Championnat de France et plus, éventuellement les performances réalisées pour les meilleurs athlètes lors des championnats du monde à Doha l'an dernier, ou même d'autres compétitions internationales. Ces performances seront survalorisées par un bonus lié à la place obtenue lors de ces grands championnats. Voilà, le ranking, c'est la performance plus un bonus compétition plus un bonus place. Donc, il y a déjà des performances qui sont déjà réalisées, qui servent déjà à nourrir ce ranking, et on va pouvoir maintenant essayer de l'améliorer en réalisant de nouvelles performances. Alors justement, ces nouvelles performances qu'on devrait faire pour améliorer ce ranking avant les championnats de France, on pourra les faire dans quelles conditions? Là maintenant, c'est donc là la casquette président de CSO national, je te demande de la tourner, de passer à la casquette président de CSO régional. Comment les ligues vont pouvoir offrir des opportunités à leurs athlètes de réaliser des performances. Alors, puisqu'on parle de compétitions qui ont lieu en septembre ou octobre, il va falloir s'y mettre dès le mois d'août peut-être. Oui, tout à fait. C'est un peu pour ça que, donc, avec Jean-Marc, on a
on n'a pas inventé parce que ça existait déjà, mais les meetings, ce qu'on appelait les meetings flash, là, donc c'était des meetings très courts avec 3 ou 4 épreuves. Donc, la semaine prochaine, j'ai une réunion de CSO avec mes présidents de CSO départemental pour essayer de mettre en place donc ces meetings-là, plutôt ces soirées, peut-être en semaine, peut-être sur le week-end, mais dans chaque département, on puisse proposer un meeting flash chaque semaine jusqu'à la date limite de qualification. D'accord, avec donc j'imagine des disciplines tournantes de manière à ce que tout l'univers de l'athlétisme soit couvert. Oui, c'est ça. C'est de mélanger un peu de sprint avec des concours, mélanger des épreuves de sprint avec quelques concours, des épreuves de demi-fond avec d'autres concours et ainsi de suite, de façon à proposer l'ensemble des épreuves de la discipline. D'accord. Et donc des meetings flash avec un nombre restreint d'épreuves, une durée courte. Quelles sont les autres contraintes sanitaires qu'il faut s'imaginer découvrir à l'occasion de ces compétitions de pré-saison? Est-ce qu'on va imaginer une limitation du nombre d'athlètes? Qu'est-ce qui est prévu d'ores et déjà? Sur ces meetings flash, là, moi, ce que j'ai proposé, c'est que dans chaque département, chaque président de CSO départemental puisse proposer, je dirais, 2 ou 3 lieux d'organisation de ces compétitions dans la même semaine. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec 200 ou 300 personnes sur un stade, et de façon à ce qu'on essaye de ne pas avoir de clusters qui se mettent en place. Donc, et aussi, avoir moins d'athlètes, c'est aussi avoir moins d'officiels, parce qu'on sait aujourd'hui que nos officiels, ce ne sont pas les plus jeunes qu'on a sur un terrain. Donc, ils sont peut-être personnes à risque. Donc, essayer de limiter le nombre d'athlètes, le nombre de clubs et le nombre d'officiels. Pour les performances, notamment en demi-fond, ça va peut-être poser un problème. Ce sera des contre-la-montre, on peut tout imaginer en fait. Oui, tout à fait. On avait, dans le groupe de travail, on avait pensé aussi à faire des courses, je dirais, de contre-la-montre en faisant partir les athlètes tous les 5 ou 6 secondes avec un système de dossard à puce. Et donc, bon, aujourd'hui, on espère qu'on n'en arrivera pas là, mais s'il faut, on sera peut-être obligé de passer par ce genre de course Avec des petites particularités très inhabituelles, quoi. ouais, différente. C'est une Ouais, autre façon de faire de l'athlétisme. ouais. Donc voilà, on espère que ces adaptations, effectivement, comme tu y fais allusion, ne seront que temporaires. On espère, on souhaite, mais c'est pas garanti, que les championnats de France, courant septembre, se déroulent dans des conditions quasi normales. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des limites qu'on s'impose? Est-ce que déjà, par exemple, en nombre de qualifiés, vous allez être assez restrictif pour ne pas avoir, parce qu'on sait ce que ça peut faire un championnat de France jeune. Angers l'année dernière, il y avait un monde fou, il y a du monde partout. Est-ce qu'on peut se permettre ce genre de grand rassemblement? Même si c'est la fête de l'athlétisme, est-ce qu'on ne doit pas y renoncer, au moins pour cette fin de saison? Non, aujourd'hui, donc, on a travaillé sur le nombre d'athlètes sur chaque épreuve. Donc, je dirais que sur les France Élite, on est entre 24 athlètes sur les courses et puis 16 athlètes sur les concours. Et chez les cadets juniors, on est à peu près sur la même chose que l'an passé, c'est-à-dire 32 sur les courses et une vingtaine d'athlètes sur les concours. Donc, on n'a pas envie non plus de léser certains athlètes parce que je pense ils sont en demande de compétition. Donc, laisser des gens à la maison, non. Je pense qu'il faut que ce soit la fête de l'athlétisme. On l'espère que d'ici septembre, octobre, ben, notre virus qui nous a impacté pendant toute cette période est disparu. Très bien. Donc, pas de concession sur le nombre d'athlètes. En tous les cas, on fait le pari. Après, comme tu l'évoquais tout à l'heure, la commission médicale saura réagir si jamais les conditions se dégradent pour éventuellement modifier tout ça. Mais pour l'instant, on fait le pari d'avoir des championnats de France quasi normaux. Si je traduis un petit peu les décisions qui sont prises, on fait le pari d'un retour presque à la normale pour septembre-octobre et avoir des championnats de France qui ressembleraient à des championnats de France. Ah oui, je pense qu'il faut être optimiste et puis il faut aller de l'avant. La pandémie ne va pas nous arrêter et puis j'espère que ce sera de très beaux championnats et que tout le monde y prendra plaisir. Eh bien, écoute Alain, je pense que c'est la meilleure des façons de conclure.
On souhaite également qu'on assiste à de très beaux championnats. En tous les cas, merci pour tout le travail qui a été fourni par toi et tous ceux qu'on voit, enfin, qu'on voit parfois évoluer sur les stades, mais tous les officiels qui donnent énormément de leur temps et qui ont été extrêmement sollicités dans ces temps troublés de pandémie de Covid-19. Et on souhaite que toutes les dispositions qui ont été prises jusqu'ici nous permettront de repartir de l'avant.